Alors bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien pour se retrouver aujourd'hui, ce jeudi, pour une nouvelle émission de La Santé en Kit. Alors aujourd'hui, vous avez sûrement vu sur les réseaux, j'ai l'honneur, je suis très content, j'exagère, mais je suis vraiment content de recevoir Lily des Valideuses. Alors Lily, peut-être qu'on va commencer, je vais te laisser te présenter. Du coup, je suis Lily, je suis handiféministe et je milite au sein du collectif Les Dévalideuses. Donc, on combat et le patriarcat et le validisme en tant que système d'oppression. Et on est en non-mixité. Et que puis-je te dire d'autre? Je suis malvoyante depuis 10 ans. Et c'est déjà bien pour commencer. Bah oui. Non, mais de toute façon, on va présenter un peu votre. Je pense que les gens qui regardent connaissent déjà les Dévalideuses parce que vous êtes un peu des stars. Stars, Ah, j'exagère. bien Enfin, en sûr. tout cas, vous êtes très présente sur les réseaux. Non, mais c'est vrai. Moi, je vous suis depuis. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ça fait combien de temps que vous existez d'ailleurs? 2019. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai dû peut-être assister à votre naissance. Je sais pas. En tout cas, ouais, quand je suis arrivé sur Twitter, vous étiez déjà là depuis longtemps et vous aviez déjà une sacrée influence. Et donc, vous m'avez appris plein de trucs et vous continuez à le faire. Et c'est super. Donc voilà. Mais on va regarder un peu votre site après. Ceux qui sont avec nous, là, vous pouvez évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en live. Je lirai ce que vous mettez sur le chat. Et puis merci aussi d'être là, puisque c'est super de vous retrouver chaque semaine. On essaie de faire ça chaque semaine. Quand il n'y a pas de bug, vous savez, il y en a un peu. Donc voilà, le sommaire de cette émission. Donc l'idée, c'est on va profiter de la présence de Lily, des Dévalideuses, pour avoir vraiment du temps avec elle et avec voilà, plein de choses à discuter. En ce moment, dans l'actualité, c'est un peu... c'est très chaud niveau handicap, validisme, etc. Donc il y aura plein de choses à discuter. Et donc ce que je vous propose, c'est faire juste, un peu dans l'émission, on fait traditionnellement une revue de presse. Et donc je vais juste présenter 2-3 articles et voilà, Lily, tu me dis si tu veux réagir sur les articles. Mais on va passer assez vite parce que je veux qu'on ait le temps après pour présenter rapidement le livre de Elisa Rojas. J'espère que je prononce bien, qui a fait un super bouquin qui s'appelle Mr. T et moi, et que j'ai lu et que j'aimerais vous donner envie de lire parce que j'ai vraiment pris du plaisir à le lire. Et puis ensuite, on aura quand même plus de temps pour parler avec Lily, puisque c'est tout ça que vous êtes venu voir. Je sais que vous êtes venu pour ça, donc voilà. La foule est en délire, je le La sais. foule, c'est ça. Bon, et bien alors du coup, on commence tout de suite par la revue de presse, mais du coup, je pense que le jingle va pas marcher. Alors, je vais quand même essayer de l'envoyer. Et voilà. Et ben, qu'est-ce que je disais? Ça ne marche pas, c'est pas grave. Hop. Mettre l'ordi comme ça. Ah mais non, c'est pas ça qu'il faut que vous voyez. Hop. Voilà, donc la revue de presse. Donc là pour te dire, j'ai mis l'écran, j'ai mis plusieurs articles, Lily, et donc je te propose qu'on commence. Alors ça c'est le tien, donc on va peut-être pas commencer par ça. On va peut-être pas recommencer parce que la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait parlé d'usage de drogue en milieu rural avec Florent Schmitt qui était sociologue. On avait eu quelques soucis techniques, mais la discussion était passionnante avec lui et je le remercie encore. Et on parlait un peu de la marginalisation des usagers ou de la stigmatisation des usagers de drogue dans l'espace public en fait. Et c'était vachement intéressant. Lui, il a travaillé sa thèse là-dessus et voilà, c'était passionnant. Mais je trouve qu'on en parle en ce moment, donc c'était l'occasion de rappeler un peu la conversation de la semaine dernière. À l'occasion, vous savez, de cette construction du mur dans le nord de Paris. Qui est voilà quand même qui interroge. Il y a eu pas mal de gens qui se sont scandalisés voilà, du fait qu'on construise des murs pour une politique sanitaire en fait, ce qui interroge. Et donc il y a cet article de Mediapart voilà, que je vous conseille de lire qui s'appelle Crack, ouvrez les guillemets. Ils n'ont qu'à les mettre à l'Élysée ou dans les beaux quartiers, fermez les guillemets. Et ça en fait, c'est les paroles des riverains qui disent ça, en fait, certains en tout cas. Parce qu'en fait, l'article de Mediapart, qui est donc de Jade... Jade comment Lindegaard. Ouais, c'est ça. Jade Lindegaard. Elle a interrogé en fait les riverains autour de cet endroit, de ce jardin où il y avait, c'est vrai, pas mal de consommateurs qui s'étaient installés. Et elle essaie de voir un peu qu'est-ce qui fait que les riverains
quelquefois ont des discours assez durs envers les usagers de drogue. Et en fait, elle montre que souvent, c'est des critiques en fait plus globales sur la manière dont certains quartiers dans le nord de Paris sont abandonnés. En tout cas, il y a ce sentiment-là par les riverains. Et là, le fait qu'ils voient s'installer en fait des usagers de drogue, c'est un peu pour eux la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui voilà, quelquefois il y a des discours vraiment stigmatisants, toxicophobes, carrément, voire des discours racistes, parce que effectivement, il y a pas mal, ça touche pas mal les populations immigrées, la consommation de crack. Donc effectivement, il y a ces discours-là, mais elle arrive en fait en interrogeant les habitants à montrer que c'est des choses un peu plus complexes qui remontent à la manière dont certains riverains en fait ont l'impression d'être laissés pour compte par les politiques publiques. Voilà, donc je trouvais cet article intéressant. Voilà, il y a plein d'extraits, certains un peu durs. Voilà, bon, je vous mets juste celui-là, mais un monsieur qui voit une dame, en fait, ils font la manif et il voit une dame en train de consommer, qui sort du campement et lui dit, je cite, bouffe ton crack et crève. Donc avec vraiment des mots très durs et carrément, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui sont assez ignobles. Donc c'est pas pour les excuser, mais cet article permet de replacer un peu ces discours-là très violents dans plus généralement un ras-le-bol des quartiers marginalisés de Paris. Voilà, donc je trouvais cet article vachement bien. Et là, il y a la photo du fameux mur, qui a pas mal scandalisé le monde, donc qui permet de séparer en fait géographiquement les usagers des riverains, mais qui ne règle pas le problème de fond. Ça, c'est évidemment, vous l'aurez tous compris, que ça règle rien du tout. Voilà, je ne sais pas si tu avais une réaction, Lydie. J'ai lu l'article. Après, comment te dire? Moi, je pense que bien sûr, je peux entendre ce discours comme quoi les riverains sont abandonnés des politiques publiques, mais il ne faut jamais oublier que les premières oubliées de ces politiques, c'est justement les usagers de drogue. Donc, ce sont eux, ce sont elles et eux vers qui on devrait porter le plus d'attention dans un premier temps, parce qu'ils sont déjà stigmatisés, premièrement, par la façon dont ils sont traités, et encore plus dans l'espace public. Et puis en plus, ça recouvre un autre problème qui est un peu cette privatisation de l'espace public par les riverains qui vivent dans certains quartiers, etc. Enfin, je veux dire... Il y a 2 articles en fait. Il y en a un, c'est juste un communiqué, mais je pense qu'on en reparlera parce que c'est quelque chose d'assez important. C'est, vous savez, l'affaire Britney Spears. Alors, je dis l'affaire, mais il ne faut pas dire comme ça, mais Britney Spears qui a été, qui a été pas mal médiatisée récemment à cause des problèmes, à cause pas judiciaire, mais le fait que elle voulait se sortir de la tutelle de son père. Parce qu'elle voulait notamment avoir accès, je crois, à la contraception, etc., sans la tutelle de son père. Voilà, on en a pas mal parlé parce que je crois qu'elle avait perdu en première instance le procès qu'elle avait fait à ses parents. Et puis là, finalement, c'était juste tombé aujourd'hui. Elle a été libérée de la tutelle de son père, qui était son tuteur et qui avait, alors, dit-elle, beaucoup trop de droits. Et puis qui a apparemment des histoires d'argent derrière. Et donc apparemment elle est libre maintenant et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que on en reparlera peut-être avec toi. Je sais pas, la tutelle et la curatelle qui sont quelquefois, alors là c'est aux États-Unis, c'est différent, mais qui sont quelquefois abusives. En tout cas là c'est ce qu'on a l'impression. Ah oui, c'est pas qu'une impression. En tout cas, le régime de la tutelle, c'est sûr, il est plus qu'abusif parce qu'il donne pas du tout voix au chapitre à la personne qui est placée sous tutelle. Et en plus, c'est là dans le rapport qui a été récemment remis de l'ONU sur l'examen de la France, justement, ce régime a été hautement critiqué. Ça fait longtemps qu'on demande à ce qu'il disparaisse. Et dans le cas de Britney Spears, même dans le cas des tutelles en France, il peut y avoir des contraceptions qui sont forcées, etc. Donc, voire jusqu'à des stérilisations. Si je ne me trompe pas, elle avait un stérilet et il fallait qu'elle ait une autorisation de son père pour l'enlever. Donc, on voit bien que là, on dépasse tout en termes de droits humains.
Et on se rend compte à quel point le contrôle, il est complètement déshumanisant avec ce genre de régime de protection. Et encore une fois, la protection justifie l'aliénation. Bah oui, là, c'est carrément. Mais je me souviens de cette histoire de stérilet. Alors, c'était. Voilà, oui, qui avait, elle disait, je peux pas, je suis pas libre en fait de la contraception ou de. Bon, voilà, mais faudrait qu'on en parle effectivement. On va faire une émission de toute façon avec la question de la psychiatrisation et je pense que ce sera quelque chose dont on devra parler aussi. Voilà, alors et l'article suivant, et puis ensuite on passera au livre, hein, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Donc ça, c'est beaucoup moins... Enfin, le reste, c'était pas drôle non plus, mais ça, c'est pas drôle non plus. C'était déjà pas drôle le dire. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas réjouissant en ce moment, l'actualité, je suis désolé. Non. Mais, donc c'est un article de 20 minutes, donc qui est dans la rubrique faits divers. Et je pense qu'il faut quand même le dire que c'est dans la rubrique faits divers pour l'instant. Donc c'est à Marseille, c'est ce jeune homme qui a été retrouvé mort juste après avoir été interpellé par les contrôleurs, les agents RTM du métro à Marseille. Et donc selon les premières autopsies, enfin les premiers examens médicaux, il est mort asphyxié. Alors avec voilà, donc je vais pas vous lire tout l'article, c'est très dur, hein, ils décrivent un peu l'interpellation du jeune homme qui est violente. Voilà, ils disent que ils ont essayé de l'interpeller parce qu'il n'avait pas son billet, du coup ils l'ont poursuivi, ils ont essayé de l'arrêter, poser son genou dessus. Il était jeune, hein, il avait 37 ans et il est décédé dans des circonstances horribles. Alors d'abord, effectivement, on peut penser à voilà, sa famille, parce que c'est un drame absolu pour ce jeune homme. Ça rejoint aussi, ça fait réflexion à deux choses. Déjà, le fait que cet homme était une personne racisée, hein, il s'appelait Saïd. Et vous savez que les violences policières, voilà, il y a pas mal eu d'études, elles ne concernent pas tout le monde. Alors là, je dis policière, mais là, ce n'était pas policier, c'était en tout cas les contrôles des populations, ou les contrôles, on va dire, judiciaires, ou les contrôles en tout cas de billets, touchent plus certaines personnes que d'autres. Et spoiler, bah, c'est pas les blancs, enfin les études le montrent bien, hein, il y a du profilage ethno-racial, on va dire. Et puis ça montre, et en plus, cette personne, Saïd, était handicapé, hein, puisqu'il avait, alors je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas il était invalide. Ses parents le disent. Et donc tout ça, en fait, ça montre aussi que la police et toutes les instances qui sont censées faire régner l'ordre, et donc là les agents aussi RATP ou RTM, etc., ne traitent pas tout le monde de la même façon. Et on recourt à la violence physique, peut-être pas de la même façon pour tout le monde. Et en ce moment, je suis en train de lire le livre de Didier Fassin qui s'appelle Punir. Comment il s'appelle Punir, je ne me souviens même plus. Mais faut que je retrouve. Mais qui est vachement bien, que je vous conseille, qui parle de ça justement, de pourquoi, qui est-ce qu'on punit, comment on les punit et pourquoi on punit. Voilà, l'administration du châtiment, en fait. Il parle de plein de trucs comme ça, mais je vous en parlerai de ce bouquin, il est passionnant. Voilà, Lily, toi, il y avait autre chose on en a un peu parlé avant l'émission, qui te surprenait dans la manière dont cette affaire avait été traitée par les médias? Oui, dans le traitement médiatique. Alors en fait, on a Harriet, qui est des valideuses, qui a fait un petit thread dessus. Oh, je l'ai pas vu. Ouais, il est clair, net et précis. Je vais regarder. Comme Harriet sait le faire à chaque fois. Ouais. Déjà, il faut poser la chose une fois pour toutes. Là, c'est sûr qu'on est face à l'expression du racisme systémique dans tout ce qu'il a de plus ignoble. Parce qu'il n'est pas retrouvé mort, en fait. Il a été tué parce que des gens se sont allongés sur lui en s'octroyant en plus des méthodes d'interpellation voilà, qui sont déjà critiquées quand c'est des policiers qui en font usage. Donc là, que ce soit en plus des employés de la RATP ou que sais-je qui s'autorisent à utiliser ce genre de méthode, déjà, on peut se questionner là-dessus. Il y a une banalisation de la violence et de la déshumanisation parce qu'il s'agit de ça. Et de surcroît, comme tu dis,
Donc, c'était une personne handicapée. Alors, je préfère, je t'avoue, invalide, on va éviter. C'était dans l'article, je te jure, j'ai juste lu. Invalide, oui, c'est no way. Genre, j'ai l'impression de revenir en 1902. Et, et du coup, ce qui est surprenant, c'est la façon dont, au fur et à mesure qu'on a appris des détails sur qui était Saïd, en fait, ce qu'explique Ariette dans son petit thread, c'est qu'on a vu aussi s'opérer une déshumanisation et de personnes, enfin, de qualificatif. Donc, une personne handicapée, c'est devenu un substantif. Il s'agissait de la mort d'un handicapé, hein, et puis après d'un handicapé mental. Donc, on peut s'interroger encore plus. Enfin, c'est une sur-déshumanisation et qui, là, en plus, est assez palpable dans le langage qui est utilisé dès qu'il s'agit de parler des personnes handicapées. Et bien sûr, raciser, ça, on ne saurait trop que le répéter. Mais voilà, donc c'est assez affligeant. Puis, comme tu le dis, je le ressouligne, on est dans les faits divers. Ouais, c'est ça. Alors que ça m'a surpris. En fait. C'est loin d'être un fait divers. C'est tellement répété qu'on a dépassé le stade du fait divers, je pense. Hein. Alors du coup, grâce à Maïr Alan, merci Maïr Alan, heureusement que tu es là, j'ai retrouvé l'article de Desbois Louve, l'article, le thread. Voilà. Ouais, donc elle répète les faits au début, et donc elle dit un peu ce que tu as dit, hein, alors qu'on peut utiliser toutes les périphrases que l'on veut. En fait, à la fin, on parle d'un groupe qui s'en est pris violemment à un homme au point de le tuer pour une absence de ticket. Rien jamais ne justifiera un tel acte. Donc elle dit voilà, qu'il n'y a pas de garde à vue. Et ben c'est exact. En fait, ouais, elle dit pareil que toi, c'est-à-dire qu'il y a eu que Saïd est passé du statut d'un usager à celui d'un handicapé avec des guillemets. Voilà, que handicapé est utilisé comme un adjectif pour décrire une part de la réalité. Ici, celle d'une personne qui avait tout autant le droit de vivre que d'autres, si besoin de le préciser. Ça ne doit pas atténuer les faits, ça les aggrave. Et elle met pas mal de captures d'écran du traitement médiatique. Voilà. Et aussi, elle rajoute des pensées pour ses proches. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas joyeux. Et puis, ça interroge un peu voilà, sur plein de choses. Comme tu as dit, le validisme dont on va reparler forcément dans l'émission. Mais aussi voilà, sur le racisme systémique et puis l'administration des châtiments par des personnes qui sont censées faire régner l'ordre et qui, en fait, des fois, on se demande s'ils ne participent pas au désordre, justement. Oui, puis là, ils ont juste à faire œuvre de contrôle. Enfin... Oui, pour un billet. Voilà, c'est ça qui est... Voilà, c'est ça. À un moment, on n'est plus du tout dans de la proportionnalité. Ah ben non, clairement pas. Bon, ben voilà. Alors sur ces sujets pas très joyeux, je vais vous parler d'un livre un peu plus joyeux. On va peut-être un peu plus prendre voilà, du plaisir ou en tout cas un peu plus sourire, quelque chose d'un peu plus léger, puisque je vais vous parler du livre de Elisa Rojas qui s'appelle Mr. T et moi, donc qui est sorti il y a je crois 1 ou 2 ans quand même. Je suis très en retard, hein. Il y a plein de trucs que je veux lire à chaque fois et que j'oublie et que j'ai pas je pense que c'était il y a 1 an. 1 an, ouais. 2 ans, ça me paraît loin. Non, je crois que c'est il y a 1 an. En même temps, avec le Covid, on l'a pas vu passer l'année. Ouais, c'est ça. Puis une notion du temps, là, c'est foutu. Alors ce livre, je l'avais découvert par Twitter. Je crois qu'elle l'avait mis sur Twitter, puis ça m'avait intrigué. Je m'étais dit tiens, voilà. Après, je m'étais dit tiens, je le garde de côté. Puis je me suis dit comme il y a Lily, c'est l'occasion de lire le livre d'Elisa, qui est très connu dans le milieu du handicap, quoi, qui est un peu voilà, très médiatisé et qui fait un boulot extraordinaire de visibilisation et qui est avocate. Et donc ce livre, elle raconte en fait une histoire d'amour, sauf que cette histoire d'amour, malheureusement, elle est unilatérale. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tous connu, toutes et toutes connues probablement. Alors, attendez, on ne sait pas si elle était unilatérale. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, t'as raison. On ne sait pas vraiment. Elle ne s'est pas réalisée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'ait pas aimée. Peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que je vous spoilerai parce que en fait, le début du livre commence par
elle va aux Tuileries, au jardin des Tuileries avec ce Mr. T dont elle est amoureuse depuis longtemps, mais elle lui a jamais dit. Et puis c'est vrai que leur relation a toujours été un peu floue. Et dès le début du livre, elle lui dit, bah voilà, écoute, je t'aime, je veux qu'on fasse une relation. Enfin, elle le dit beaucoup mieux que que ce que je vous le dis, parce qu'elle a tout préparé et tout. Voilà. Et puis en fait, elle le dit dès le début, c'est le premier chapitre, je vous spoil rien. Voilà, ils sont pas sur la même longueur d'onde et visiblement, Mr. T ne veut pas en tout cas construire de relation. Effectivement, est-ce qu'il l'aime ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il veut pas continuer dans une relation amoureuse. Donc ça, c'est le début du livre. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'après, le livre, elle repart en arrière et elle vous fait tout l'historique de cette relation qui, au départ, était une amitié. Non, au départ, c'était un coup de foudre. Non, elle le croise justement dans ses études d'avocate. Puis c'est un peu le coup de foudre, quoi. Mais pas mal de réflexions justement sur le handicap. C'est-à-dire qu'elle se dit que les gens, que nous, les valides, on voit l'handicap avant de voir la personne et qu'elle se dit finalement j'ai aucune chance avec ce mec puisque il va voir que mon handicap. Et donc à travers du livre, même s'il y a pas, c'est pas le sujet central. Je ne sais pas si c'est l'amour ou le validisme, il y a les deux. Mais voilà, elle parle du regard que nous on a, les valides, sur le handicap, des difficultés en fait à envisager une relation d'amour avec une personne handicapée. Il y a plein de choses qui sont pour elle, Elisa Rojas, caractéristiques d'un validisme systémique plus large. Et vers la fin du livre, en fait, le livre devient plus politique. Il était déjà au départ, c'est pas ça, mais en tout cas, il devient plus directement engagé avec très clairement une intention politique et elle explique en fait tout le dernier chapitre ou les deux derniers chapitres sont adressés aux femmes handicapées. Voilà, c'est un chapitre très beau de ce livre où elle dit voilà, vous êtes légitimes, vous êtes des femmes, vous pouvez être aimées, etc. Je le lis très mal et je lui rends pas du tout honneur en disant ça, mais c'est vraiment un passage très fort du livre qui conclut le livre comme ça. Et voilà, et donc il y a à la fois ce côté très fort, voilà, des choses très politiques en fait, qui sont enfin moi j'adore le lire et je pense que vous aimerez aussi lire. Il y a aussi toute une réflexion donc sur le validisme et le dernier point, mais qui est pour moi central, c'est que ce livre il est super drôle en fait. Avant d'être un livre politique ou machin, c'est un livre où je me suis marré du début à la fin parce qu'elle écrit très bien, elle arrive à écrire de manière à ce que vous vous sentiez très proche en fait. Il y a une proximité avec le lecteur. Moi, j'avais l'impression de passer, quand je lisais, j'avais l'impression de passer un moment avec une pote, quoi. Alors que on se connaît pas et je me permettrais pas, mais c'est vraiment ce côté-là où elle vous tutoie dans le livre. Elle dit voilà, tu vois, je sais pas, il y a vraiment un sentiment de proximité et vous avez l'impression de lire un livre que vous avez l'impression d'avoir une nouvelle pote. Et puis en plus, elle a les mêmes, on a les mêmes goûts musicaux, Jean-Jacques Goldman, Britney Spears et Katy Perry. Donc je crois que on a exactement les mêmes goûts musicaux, les films de Bollywood. Voilà, et vous sortez, enfin moi je suis sorti du livre en disant ah, trop sympa ma pote, et puis j'étais un peu déçu parce que quand je ferme le livre, même ma pote, je la verrai plus, mais voilà, donc c'est un livre très fort, et moi je vous le conseille, ça se lit facilement, hein, et c'est vraiment un plaisir de lire ce livre, et voilà. Je sais pas si tu veux rebondir, Lydie, sur certains points. Oui, déjà, je conseille à tout le monde de le lire, hein, bien sûr, parce que il est doublement important, parce qu'il donne il nous offre une représentation à nous, aux personnes handicapées. Voilà, l'héroïne, c'est une femme handicapée. Je crois que les livres où des femmes handicapées sont au centre d'un livre, il y en a pas beaucoup. Je cherche, hein, mais donc voilà, déjà, c'est un gros problème auquel on est confronté, c'est d'avoir accès à des représentations de nous qui ne basculent ni dans le misérabilisme, ni dans l'héroïsation. Coucou Sophie Cluzel. Voilà, on est toujours écartelé entre ces deux poncifs voilà, qui sont des ressorts validistes. Donc, Elisa, elle pulvérise ça et elle nous offre une représentation, voilà, tout ce qui est plus proche de nous, en fait, et humanisé quand les deux autres nous déshumanisent. Donc, il y a ça. Et puis après, bien sûr, les pages que tu relèves à la fin, où elle s'adresse à nous, aux femmes handicapées. Donc, moi, c'est ma partie préférée du livre, où elle revient sur des sujets un peu plus militants, sur justement ces questions de représentation, sur les conditionnements auxquels
on est confronté, desquels on doit aussi déconstruire, parce que c'est tout l'intérêt du livre, c'est de se dire qu'on ne s'autorise pas, on s'auto-censure, on s'auto-dénigre, etc. Parce que on baigne dans un bain validiste et que même en tant que personne handicapée, on peut avoir des représentations de soi-même qui sont validistes. Donc, il faut déconstruire tout ça. Donc, voilà, j'invite chacun et chacune à lire le livre d'Elisa. Ouais, bah, franchement, moi aussi, ouais, achetez-le, il est vachement bien. Et j'espère que je vous aurai donné envie de le lire, quoi, parce que vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai essayé de le supprimer pendant que tu parlais, mais je Ah n'y oui, arrive s'il pas. avait terminé juste après ma prise de parole, tu vois, il aurait été nickel. Quoi. Tac. Non, mais c'est chiant. Tu sais quoi, je vais mettre un truc d'écran et... Oh non, je vais rester comme ça. Comme ça, si j'ai des trucs à diffuser, on mettra ça. Voilà, donc là, normalement, je ne touche ça d'autre, ça le fera plus. Bon, bah, du coup, alors voilà, maintenant que on a un peu posé les bases, on va pouvoir passer du temps avec toi, Lily, et parler de plein de choses. Je pense que ceux qui nous regardent sont un peu familiers avec le sujet du validisme, et de toute manière, des ressources existent, et les dévalideuses en ont fait plein, et je vous invite à aller voir sur leur site. D'ailleurs, je vais montrer tout de suite le site internet, parce qu'il y a plein de ressources. Mais peut-être que je peux te demander, même si je sais que c'est quelque chose que un travail de pédagogie que vous faites souvent, de rappeler qu'est-ce que c'est que le validisme. Alors, Alors le validisme, c'est un système d'oppression. Donc, c'est un système de discrimination, de violence et d'assujettissement institué qui est fondé sur, enfin, qui installe un rapport de domination des personnes valides sur les personnes handicapées. Et ce rapport de domination, il est fondé sur l'idée, ni plus ni moins, que les personnes handicapées seraient inférieures, qu'elles seraient vulnérables, qu'elles seraient infantiles. Et donc, qu'il faille dessiner pour nous parce que nous en serions incapables euh, et, euh, et qu'il faille voilà, décider de politique qui organiserait notre vie à notre place. Donc, c'est un conditionnement et c'est un système d'oppression. C'est avant tout ça. Bah écoute, c'est très clair, et encore une fois, c'est vrai on n'a pas trop d'excuses, nous les valides, pour pas s'y intéresser, parce qu'il y a maintenant quand même beaucoup de ressources, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui a été fait d'accessibilité pour nous, pour accéder à tout qu'est le validisme, à voilà, ce que ça sous-tend. Donc voilà, il faut aussi que nous, on fasse quand même un effort au bout d'un moment, parce que la charge, vous en parlez un peu dans les dévalideuses, c'est-à-dire que vous faites un travail de pédagogie, mais vous dites que finalement, c'est une charge en plus, parce que non seulement vous vivez dans un système d'oppression, quoi, mais en plus, on vous demande de nous expliquer, à nous les valides, pourquoi on vous oppresse, quoi. Enfin, pourquoi le système vous oppresse. C'est un peu ça. Ouais. Je sais plus où Bah, c'est que j'avais trouvé ça. C'était dans la charte, je crois, ou... Non, attends. Notre de toute manifeste, je façon, c'est crois. forcément une charge, oui, c'est un peu notre lot parce que d'un côté, on doit se battre pour des droits qui nous sont refusés parce que, en fait, il y a on pourrait dire qu'il y a des validismes voilà, qui s'arquent dans un grand système d'oppression avec un gros V majuscule, mais euh, moi, j'estime qu'il y a déjà un validisme d'État, celui qui s'appuie sur des lois, voilà, injustes, comme la conjugalisation de l'âge, on en reparlera tout à l'heure, etc., Ouais. ou un régime d'institutionnalisation systématique, le régime de la tutelle, etc. Donc, ça se décline déjà en termes de loi. Et après, il y a ce qui est du ressort du validisme ordinaire, donc qui sont des préjugés, des stéréotypes avec lesquels on grandit et qui vont nous amener à considérer les personnes handicapées comme des inférieures ou des personnes, justement, comme dit Elisa dans son livre, qu'on ne peut pas imaginer en partenaire de vie ou en partenaire amoureux ou sexuel, en fait. Donc, Ouais. c'est vraiment un peu comme des poupées russes. Hein. Donc, il faut comprendre que ça se joue à différents niveaux et que ces différents niveaux impliquent différents degrés de violence. Donc, ça peut parce qu'il y a aussi, dans le validisme, il y a ce qu'il y a d'oppressif, il y a
j'ai envie de dire, le bon gros validisme bien dégueu, facilement repérable. Bon, Mm. bah voilà, on a affaire à quelqu'un qui nous méprise, qui va nous dire que voilà, nos physiques sont peu ragoûtants, qu'on ne veut pas de nous, que nos corps et nos vies sont indésirables, que nos compétences sont douteuses. Bon, là, c'est vite vu. Mm. Après, il y a l'autre, il y a le pire, le bienveillant. Ouais. Et celui-là, c'est ce qui fait que le validisme, c'est ce qu'il y a de plus transversal dans les luttes politiques, que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est ce qui fait que c'est extrêmement transversal et que la gauche doit faire un gros travail de déconstruction. Ouais, ça c'est vrai que c'est un sujet à gauche qui a des difficultés à émerger, hein. C'est quelque chose. Alors voilà, à gauche, on parle de lutte sociale et on dit enfin, ils disent, hein, moi je suis neutre, ils disent que voilà, ils soutiennent les luttes sociales, la lutte contre l'homophobie. C'est très bien, je dis pas ça, mais la lutte contre le racisme, et c'est très bien. Mais c'est vrai que la lutte contre le validisme, on la voit moins émerger dans les milieux radicaux, enfin dans les milieux, pardon, de gauche. C'est un combat qui va, comment dire, qui va émerger, je suis sûr, parce que vous faites un travail extraordinaire pour que vous luttez, quoi. Donc je pense que ça va émerger, mais c'est vrai qu'il y a un retard quand même assez impressionnant. Ça n'émerge pas parce que en fait, on ne considère pas le handicap comme un sujet politique. Ouais. On considère que ça relève du bon sens et du commun accord. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la gauche est incapable de remettre en question des structures qui sont héritées de construction et de traditions religieuses. Voilà, le handicap, aujourd'hui, c'est le domaine réservé de la pitié et de la charité. On a plusieurs exemples, on a le Téléthon, on a voilà, les associations gestionnaires avec les bénévoles, etc. Tout ce système-là qui draine un fric pas possible. Et ça, voilà, le champ. La gauche a totalement abandonné ce champ-là à la droite, qui l'a totalement investi et qui nous laisse aujourd'hui des structures hégémoniques qui ne sont pas du tout remises en question. Et la lutte contre le validisme n'est pas du tout reconnue comme déjà une critique politique. La critique politique d'un système de domination, c'est pas reconnu et c'est pas reconnu comme une lutte d'émancipation. Bah Donc, oui, il y a un gros travail. Bah oui, et ce travail, en fait, parce que tu sais, ça m'a fait penser au fait que, en fait, ouais, ce travail, il est déjà mené depuis très longtemps par plein de collectifs handicapés, quoi. Et notamment, on avait parlé avec toi il y a dans les années 70, il y avait pas mal de collectifs. Et du coup, j'en profite juste pour présenter l'article de Jérôme Bess. Alors, je ne l'avais pas préparé, mais c'est pas grave. Jérôme Bess sur Cairn. Il est en accès gratuit. Alors, non. Ah, je suis désolé, j'ai pas bien préparé l'émission. Hein. Tu me taperas sur les doigts. Je suis désolé. Parce qu'en plus, j'avais dit que j'allais le préparer pour qu'on puisse le présenter. C'est parce que je suis handicapée, hein. Voilà, tu t'es dit, je peux y aller. Voilà, typique. Voilà, toi. Qui est un article vachement bien d'un sociologue qui a travaillé sur un peu la socio-histoire des luttes autour du handicap. Bon, j'arrive pas à le retrouver, mais je vous le mettrai peut-être en lien. Et il y a plein il y avait plein de collectifs à l'époque, dans les années 60-70, avec plein de publications de journaux. Ouais. Et c'était une époque foisonnante. Déjà, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on se structure, voilà, quand on prend la parole, quand on s'organise en collectif de personnes handicapées, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, etc. Alors qu'en fait, non, c'est une lutte, comme tu dis, qui date des années 70. Et par contre, la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi on a été, nous, les militants d'aujourd'hui, détachés de cette histoire militante. Comment ce qui a été fait dans les années 70 a été recouvert par une grosse... je sais pas, je pense que c'est le fait qu'il y ait eu cette première loi qui a été votée en 1975 et qu'après les gens se sont dit bon ça y est, c'est plié, alors que ça s'est déjà fait dans la douleur, que les militants, les petits collectifs étaient déjà contre les grosses associations gestionnaires du type APF. On rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Mais c'est pas nouveau cette opposition. Ouais. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que ce qu'on fait, que le discours qu'on porte, c'est quelque chose de nouveau, alors que non.
Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un agacement, qu'il y a un épuisement, parce que voilà, on est en 2021 et en fait, on n'a pas avancé d'un iota depuis 1975 et qu'aujourd'hui encore et encore, on nous demande d'attendre pour avoir accès à nos droits fondamentaux. Aujourd'hui, la France piétine et bafoue les droits fondamentaux des personnes handicapées. Ah ben on va Il en faut parler, alors du coup savoir, ça voilà, fait c'est le retoqué lien par l'ONU. exactement. Et donc, et c'était déjà le cas dans les années 70 quand ils ont mis au monde cette première loi pour le handicap, qui, depuis qu'elle a été votée, n'est que bafouée, n'a jamais été mise en pratique. Il ne suffit pas de faire des lois. Si elles ne sont pas appliquées, on continue de tenir en écart tout un pan de la population dans l'indifférence la plus totale. Donc, du coup, je finis juste sur l'histoire un peu du handicap, puisque je mets le journal Handicapé Méchant qui était dans les années 70. Ah oui, Handicapé Méchant, ouais. Ouais, fin des années 70. Et voilà, enfin, faut lire. Moi, j'ai vu, alors j'ai pas tout lu parce qu'il y en a beaucoup, mais il y avait pas mal de dessins, souvent assez. Des caricatures quoi, qui étaient vachement bien, je trouve, et qui en fait n'ont pas perdu de leur actualité, quoi. Il y a un peu les mêmes problématiques en fait, qui étaient déjà soulevées à l'époque. Bah oui, c'est toujours pareil. Je sais pas si on doit s'en. Ouais, peut-être qu'on ne doit pas s'en réjouir, mais. Non, on ne doit pas s'en réjouir. Après, c'est assez riche pour nous parce qu'on dit qu'on n'est pas dans une hallucination collective, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce vers quoi on nous renvoie, quoi. Non, le validisme n'existe pas. Hein. Sophie Cluzel nie l'existence du validisme. C'est pas la seule. Et du coup, là, on se dit non, c'est bien structurel. Il n'y a pas de doute. pour les soirs où on aura une petite baisse de régime. Bah oui. On se dit que c'est. Mais on voit bien que c'est. Il y a deux choses. On a été coupé de notre histoire militante et on a aussi été coupé de l'histoire de notre oppression. Comme je te disais, que ce soit les stérilisations forcées, les contraceptions forcées, les personnes handicapées qui ont pu être tuées dans l'histoire et à qui on n'a jamais rendu justice. Tout ça, il y a eu l'hécatombe des fous. Tout ça, c'est une histoire et des recherches qui ne sont pas faites en France. On n'a pas de chiffres, on n'a rien. On nous coupe de ça. Et tant qu'il n'y aura pas eu cette histoire de refaite, on ne pourra pas partir sur de bonnes bases, en fait. C'est pas possible. Il faut à un moment qu'il y ait un aveu sur ce qui a été, comment les personnes handicapées ont été traitées dans ce pays et comment elles sont encore traitées dans ce pays. Et seulement là, on pourra partir sur quelque chose d'un peu plus réjouissant. Clairement, il y a sûrement des chercheurs et des chercheuses qui travaillent dessus, mais c'est vrai que... Oui, j'invite. Voilà. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de disabilities studies en France parce que même... alors après, moi, je suis moins en fait là-dessus, mais par exemple, là, je renvoie vers Cécile Morin du CLÉ, en fait, du collectif d'Elisa, voilà, qui soulignait dans un de ses tweets que les disability studies n'existaient pas en France parce qu'en fait, voilà, les financements sont octroyés, sont déjà fléchés en fait par des associations gestionnaires qui de toute façon sont dans des collectifs et dans des comités où justement se décide le fléchage des recherches. Donc, il n'y a pas de disability studies en France, quoi. Et c'est dramatique. Oui, c'est vrai que c'est un manque clair. Alors juste avant de parler justement du rapport de l'ONU, puisque tu l'as abordé, et puis ça permet un peu de montrer à quel point la France est en retard, pas seulement sur les disability studies, mais sur plein d'autres sujets, on va en parler. Je vous parlais des caricatures, enfin des dessins caricatures on dit, enfin, des dessins qu'il y avait dans le journal Handicap et Méchant dans les années 70, et il y a celui-là qui en fait redit un peu ce que tu disais. Et donc il y a un mec ou une meuf, je sais pas, en fauteuil roulant au premier plan, avec une bulle qui dit j'en ai marre, et derrière elle il y a trois personnages. Un qui représente le médecin, je pense, enfin bon, c'est un médecin quoi, et il dit comment ça mal soigné, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça veut dire ça, et en fait c'est pas drôle, mais il a dans ses mains le pied je sais pas, un pied, je sais pas qui c'est, mais voilà, donc il a visiblement coupé le pied et il a du sang partout. Le deuxième, c'est visiblement une caricature d'un mec très riche, donc probablement le capitalisme ou quelque chose comme ça, et il dit, un grand patron en tout cas, avec un chapeau haute forme, tu sais,
Et il dit c'est normal qu'ils soient moins payés, ils sont moins rentables. Et le troisième personnage... un directeur des ZAT. Voilà, peut-être on en parlait. Et le troisième, c'est un religieux, puisqu'il a une croix sur un curé, je pense. Et il est en train de faire l'aumône. C'est la Sainte Trinité. Et voilà, et il dit donner pour les pauvres malheureux. Et voilà, donc ce dessin est pas mal. Il y en a plein qui sont vachement bien. Mais c'est ça. Hein. C'est la Sainte Trinité. Alors du coup, vu que tu parlais de l'ESAT et de alors ESAT, c'est établissement de soins et d'action et d'aide par le travail. D'aide par le travail. Alors rebaptisé, je pense qu'on peut rester dans ce champ lexical, rebaptisé d'accompagnement par le travail récemment par Sophie Cluzel. Voilà, parce que nous, on est comme ça. Nous, on fait du washing rhétorique. Ah ouais, les mots, c'est un pouvoir. On change un mot et bim, tout va bien. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment Ouais, pardon, vas-y. Non, j'allais dire juste ce qu'était un ESAT, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Mais, ouais, tu peux le rappeler. Donc, ce sont des ateliers de travail protégés. Donc, encore une fois, ce mot, il est crucial dans la critique, dans l'antivalidisme. Dans lesquels, donc des ateliers protégés, dans lesquels les personnes qui travaillent ne sont pas justiciables du droit du travail, n'ont pas le droit de se syndiquer, n'ont pas le droit de faire grève, n'ont pas d'arrêt maladie, ne cotisent pas pour leur retraite et sont payés entre 55% et 110% du SMIC. Ah ouais. Voilà. Quand on entend qu'ils n'ont pas le droit déjà de se syndiquer et que, en fait, c'est une zone de non-droit, en fait, on a l'impression. C'est une zone de non-droit pour une Sophie Cluzel qui passe son temps à nous dire qu'elle veut basculer les droits des personnes handicapées dans le droit commun. Étonnamment, quand il s'agit de nous exploiter par le travail, c'est plus du tout le même champ qu'on entend. Donc, les ESAT sont concernés de longue date, sont dans le viseur de l'ONU et une fois n'est pas coutume, le dernier rapport a demandé la fermeture de ces lieux de travail ségrégés. Il faut savoir qu'il y a une obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% par les entreprises. Quand elles ne le font pas, il faut qu'elles payent une amende à la GFIP. Donc ça, c'est pour soutenir le travail des personnes handicapées en milieu ordinaire, normalement, mais il y a une adaptation qui a été faite, comme quoi, si vous passez par un ESAT, vous pouvez quand même comptabiliser les personnes que vous embauchez via l'ESAT dans ces 6%. Donc, on est vraiment dans, encore une fois, la reproduction d'une ségrégation sociale. Ce sont les mots de l'ONU, où le travail des personnes handicapées n'est jamais pensé dans l'adaptabilité du poste de travail, parce que ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème de l'accessibilité des transports, de l'accessibilité des lieux de vie, ça pose le problème de l'accessibilité des lieux où on travaille, des entreprises. Comme il n'y a pas d'accessibilité, à un moment, c'est beaucoup plus facile de dire bon, on va économiser sur cette accessibilité-là parce que bon, ça fait juste un peu 46 ans qu'on doit s'y astreindre et on ne le fait pas. Et c'est tellement plus facile de proposer à ces gens de les mettre tous ensemble dans le même lieu, si possible à proximité d'une institution spécialisée comme ça, elles n'auront qu'un mini trajet à faire pour aller d'un point A à un point B. Et puis voilà, c'est pas du travail, c'est du médico-social. Donc, si le travail, c'est la santé, moi, je pose une question. Pourquoi les gens acceptent de travailler en étant payés et pourquoi tout un chacun n'accepte pas d'être payé entre 55 et 110% du SMIC? Pourquoi on tolère ça pour les personnes handicapées si ça ne repose pas sur des principes validistes? Comme quoi, pour les personnes handicapées, le travail, c'est un moyen de sociabiliser, quoi. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, mais et du coup le rapport de l'ONU, puisque tu en parles, je voulais juste le présenter. Et donc dans ce rapport, voilà, je vous invite à le lire. Alors il y a plusieurs choses. En fait, là c'est un article de l'ONU Genève qui fait un résumé du rapport. Donc je vous invite à lire. C'est un résumé. Il est déjà, c'est un résumé un peu salé, quoi. Vous allez voir, il y a des trucs, notamment. Ne serait-ce, on peut lire que le passage de Claire Hédon, la défenseuse des droits, je fais un petit zoom dessus, qui dit que la France n'a pas encore pris pleinement en considération la nouvelle approche fondée sur les droits de la Convention donc, de l'ONU,
Et l'approche du handicap en France reste essentiellement médicale, avec une médicalisation. Voilà, ça, on est fort en France pour ça. Et cette approche se traduit par la priorité accordée aux réponses en termes de compensation individuelle au détriment d'une nécessaire transformation de l'environnement dans un objectif de société inclusive. Et puis elle parle aussi de la stigmatisation des personnes handicapées. Donc voilà, ça c'est l'extrait si vous voulez avoir un point de vue rapide, mais après vous avez le rapport complet. Et franchement, je te jure Lydie, je ne pensais pas que ce serait aussi... Enfin c'est hallucinant quoi, ce qu'ils disent dedans. Quoi. C'est honteux. C'est honteux, ouais. C'est honteux. Et il y a deux choses. Il y a ce rapport a été rendu. L'écho dans la presse déjà trahit l'attention portée à la question du handicap. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Il est invisibilisé. Et il est invisibilisé par la secrétaire d'État au handicap. Donc, Sophie Cluzel, que tu as l'air de pas trop porter Sophie dans ton cœur. Cluzel, elle est validiste, donc c'est un petit problème. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus, croyez-moi. Donc, oui, déjà, quand il y a un rapport de ce type aussi cinglant qui est rendu et qui ne trouve aucun écho dans la presse, ça en dit long, déjà. Après, si on prend point par point ce qui est dit dans ce rapport, on ne peut qu'avoir honte de son propre pays et être fatigué d'avance de tous les combats qui nous restent à mener, mais qu'on va mener. Mais on est confronté à... Vas-y. On est confronté en fait à de l'ignorance. Les gens font confiance et sont ignorants. Et comme je disais, on pense que ça relève du bon sens, le handicap, et que forcément, pour les personnes handicapées, on fait tout ce qu'il faut. Forcément, c'est... quand je donne les chiffres des violences sur les femmes handicapées, il y a toujours quelqu'un pour s'étonner qu'on violente des femmes handicapées. Ouais. Mais pourquoi ne violenterait-on pas des femmes handicapées, en fait ? Mais pourquoi, en fait ? Déjà, cette impensée-là est déjà problématique. Donc, oui, il y a un gros travail. Il y a un gros travail du côté des politiques, il y a un gros travail du côté médiatique. Il y a aussi un gros travail du côté des personnes qui travaillent dans le champ du handicap, dans les hôpitaux, les médecins, etc. Parce que là, comme tu dis, on parle le premier problème de fond, c'est le passage du modèle médical du handicap, celui qui est critiqué, au modèle fondé sur les droits de l'homme, sur les droits humains. Et modèle social. Donc, on ne fait plus reposer sur la personne même ses difficultés, ses empêchements. En fait, on met le handicap en perspective dans un environnement qui est inaccessible et qui crée une situation de handicap, alors qu'en fait, en France, on continue d'essayer de normaliser les esprits, les corps et les vies des personnes handicapées. Donc, c'est ce qui fait qu'on institutionnalise, on médicalise à outrance. Voilà. Ouais, clairement, la médicalisation, en France, on médicalise pas mal de choses, mais je pense que c'est aussi mondial. La médecine a tendance à pathologiser plein de situations et à accaparer un peu, à mettre la main sur des secteurs. Et je te dis ça juste parce qu'on en parlera avec Gras Politique, le collectif, dans 2-3 semaines, qui, la médecine a aussi pathologisé les corps gros. Mais du coup, juste sur le rapport, on va pas tout le lire parce qu'il fait 18 pages et c'est vrai que c'est pas un plaisir de le lire parce que c'est juste des points. Mais il faut le lire parce que moi, je vous jure, j'ai trouvé ça tellement. Je me dis, mais comment c'est qu'on en a pas parlé ? Alors, au départ, je surlignais les trucs qui me choquaient parce que je me suis dit, en fait, je surlignais tout, donc j'ai arrêté. Tu t'es rendu compte que tu avais surligné 18 pages. C'est ça. Mais par exemple, pour les enfants, là, je tombe sur enfants handicapés et donc. Le comité, on va juste lire ce passage-là. Le comité observe avec préoccupation que les enfants handicapés sont exposés à des formes multiples et croisées de discrimination, notamment dans l'éducation, l'accès aux services sociaux dans la communauté, l'institutionnalisation dans des établissements médico-sociaux, les mauvais traitements, la violence et les abus, y compris la violence sexuelle, en particulier dans les institutions. Et donc ça, c'est que le point A. Le point B, c'est qu'il y a aussi des pratiques obligeant les enfants malentendants et sourds handicapés à se faire poser des implants cochléaires
au détriment de l'apprentissage des langues des signes et de l'intégration dans la culture sourde. Et le troisième point, et on finira là, c'est l'absence de mécanismes permettant de consulter les enfants handicapés et de leur permettre d'exprimer leur point de vue sur toutes les questions les concernant. Donc voilà, c'est aussi la question de la participation à la démocratie ou la participation aux décisions politiques. En France, on en est très très loin. Mais voilà, mais rien que ce passage, je veux dire, rien que le passage, le petit A que je vous ai dit sur la violence dans les institutions, que l'institutionnalisation des enfants dans des établissements médico-sociaux, voilà, pose problème. Enfin, ça devrait faire, je sais pas, les médias devraient quand même en parler. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Et donc après, quand ils en parlent, ça tombe toujours dans la même rubrique, hein, fait divers. Alors, c'est la même chose, genre, des enfants sourds ont été violentés dans telle institution, comme c'est étonnant. Voilà, c'est un système d'emprise, donc c'est pas étonnant en fait. C'est un système d'emprise et de déshumanisation systématique. Donc, il y a vraiment que, voilà. Pour être étonnée, je me demande comment on fait, mais moi je suis pas étonnée. C'est favorisé, donc ce sont des lieux clos où tout est joué derrière des murs, et donc on s'étonne qu'il y ait des violences. Mais c'est le meilleur milieu pour que des violences soient multipliées, et en plus dans un contexte où la parole des enfants voilà, est toujours silenciée. Donc, il y a un gros travail, et là, c'est le constat qui est fait par l'ONU. Derrière, il y a une mesure qui est demandée depuis 2017, qui a été redemandée en 2019, qui est redemandée là. C'est la désinstitutionnalisation, sans concession. Donc, la fermeture de toutes les institutions, la fermeture des IME, la fermeture des classes ségrégées, parce que ça, c'est aussi un truc qu'on nous a vendu. Hein. Ça fait partie des inventions, comme les périphrases à la con, porteurs de handicap, pour pas dire le mot handicapé. Non, mais ça, faut arrêter, hein, vraiment. Et donc voilà, les classes ségrégées, c'est-à-dire qu'on va mettre des enfants handicapés entre eux, mais dans une école avec des valides. Mais ils seront jamais qu'entre eux dans la classe. C'est formidable. Donc voilà les inventions qu'on nous a faites ces dernières années, et voilà l'ampoule allumée de Sophie Cluzel, c'est l'habitat inclusif. Donc ça, c'est des institutions, mais qu'on va appeler plus institutions, mais habitat inclusif, où au lieu d'être une quarantaine, on sera 6, mais c'est pareil. Mais c'est en petit. Donc du coup, sait-on jamais, ça pourrait passer sur un malentendu. Donc là, même dans le rapport de l'ONU, il est demandé que même les petites structures doivent être fermées pour que, bien sûr, pas laisser les gens comme ça à la rue, hein, c'est pas du tout ce qu'on demande. Le mouvement pour la vie autonome, il demande le déploiement déjà d'aide humaine conséquente pour pouvoir accompagner les personnes dans une vie autonome chez eux, et d'avoir des centres pour la vie autonome vers lesquels on pourrait se tourner en journée, organiser sa prise en charge, etc. Donc, tout ça, bien sûr, c'est économisé via le régime d'institutionnalisation systématique. Après, ce qu'on dénonce aussi, c'est que ce régime d'institutionnalisation, il est soutenu par des associations gestionnaires. Et là, c'est un autre point que soulève le rapport de l'ONU. C'est que les associations gestionnaires, donc ce sont des associations. C'est ce qui fait que voilà, à gauche, on a du mal à remettre en question ces structures. Donc, ce sont des associations qui ont en gestion des institutions spécialisées et ou des ESAT. Donc, elles sont de parti pris. Le terme utilisé par l'ONU, c'est conflit d'intérêts. Oui, conflit d'intérêts, ouais. Donc, ce sont des associations qui, on voit au chapitre, qui règnent sans partage dans les comités consultatifs, dans les comités de représentation des personnes handicapées. Elles s'assoient tous les jours à la table de Sophie Cluzel pour négocier, de revenir même sur nos droits. Elles ont négocié la loi Elan. Elles ont participé à beaucoup de remises en question d'avancées des droits qu'on aurait pu obtenir. Et surtout, elles s'opposent à la désinstitutionnalisation, puisque c'est ce sur quoi s'appuie leur mode de financement. Voilà. Clairement, elles ne peuvent pas être jugées. Elles sont jugées parties, et c'est problématique. Elles gagnent leur vie là-dessus. Et là, il y a une circulaire, par exemple, assez... franchement, on est affligé de voir passer ce genre de choses. Il y a une circulaire qui a été passée par Sophie Cluzel pour demander aux institutions de signaler les violences en institution. Alors attends, et en quoi Sauf ça qu'il y a un rapport... Sauf qu'il y a un rapport du Sénat
Il y a un rapport du Sénat de 2019 qui est sorti sur l'invisibilisation des violences faites aux filles et aux femmes handicapées et qui est terrible sur les violences en institution. C'est des propos qui étaient rapportés par Marie Rabatel sur des signalements de viols en institution et des parents qui avaient été menacés en retour. Voilà, j'invente rien, on peut le trouver sur Internet, c'est le rapport du Sénat. C'est documenté, référencé et des parents qu'on menace de laisser sans solution de prise en charge pour leur enfant si on va plus loin dans la procédure. Donc c'est à ces institutions-là qu'on demande de signaler des violences. Ouais, ça risque de pas marcher. Non, il y a peu de chance. Là, j'ai retrouvé la recommandation de l'ONU dont on parlait. Il recommande je cite, mettre fin à l'institutionnalisation. J'arrive plus à le dire. L'institutionnalisation, ouais, c'est dur. On va dire enfermement, c'est plus simple. Alors, à l'institutionnalisation des enfants et des adultes handicapés, y compris dans des foyers résidentiels de petite taille, et lancer une stratégie nationale. Habitat inclusif. Voilà, habitat inclusif. Il propose à l'inverse de lancer une stratégie nationale de désinstitutionnalisation des personnes handicapées avec des ressources humaines, ce que tu disais. Et puis d'ailleurs, je en profite pour dire que les Dévalideuses, vous aviez soutenu le mouvement de grève des aides à domicile, je crois bien. Vous aviez fait un communiqué là-dessus. Parce que aussi, voilà, les travailleurs, c'est pas leur faute, entre guillemets. En tout cas, il faut les soutenir aussi, puisqu'on a tous à y gagner là-dedans, quoi. Bah non, puis ça participe d'un système global, c'est-à-dire que si on prend l'allocation adulte handicapé, si on prend son montant 900 €, si on prend les montants qui sont attribués pour la PCH, les restrictions sur les quotas d'heures pour les aides humaines, etc. Donc tout est fait pour qu'on ne puisse pas vivre de façon autonome. Tout est fait pour qu'on se tourne vers des institutions. C'est la fameuse solution clé en main. D'ailleurs, Sophie Cluzel est assez perspicace quand elle parle d'offre de soins, comme si on était des clients devant un étalage de fruits. C'est pas une offre en fait. On obstrue toutes les autres possibilités. On ne développe rien en termes d'alternatives et on se retrouve dirigé tout droit vers un goulot d'étranglement. Quand vous y rentrez, quand vous commencez à travailler en ESAT, il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, mais les personnes qui arrivent à basculer dans le milieu ordinaire pour travailler, c'est ridicule. C'est ridicule. Quand vous rentrez en institution, en sortir, si vous rentrez en institution quand vous êtes un enfant, les chances de rebasculer dans le milieu ordinaire sont caduques. Et en plus, on doit affronter une communication à outrance de l'État et de Sophie Cluzel qui font la promotion. Voilà, aucun enfant handicapé ne sera laissé sur le carreau. C'est formidable. Les AH sont formidablement bien payés. Tout est organisé comme il faut, mais c'est faux. On est dans de la propagande. Les enfants handicapés, ils sont dirigés vers des IME. Ils sont triés dès l'enfance. On est triés dès l'enfance. Et on continue à l'âge adulte. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a été les premiers triés quand il y a eu la crise du Covid. Voilà. Ouais, ils en parlent dans du Covid, justement, dans le rapport aussi. Ils dénoncent la manière dont l'épidémie de Covid a été gérée, notamment. Voilà, ils en parlent. Alors juste, vu que tu parlais, tu as commencé à parler de l'allocation adulte handicapé, l'AH, et ça a été l'actualité de ces derniers mois. La mobilisation, il y a eu pas mal de luttes autour de ça. Alors, avant que juste tu nous rappelles un peu l'histoire, la recommandation qui est écrite dans le rapport, puisqu'ils en parlent, ils disent le comité note avec préoccupation. Le début, c'est sur la tutelle, on en a parlé, mais les effets négatifs du calcul des allocations d'invalidité pour adultes entravant l'autonomie des femmes handicapées, en prenant en compte le revenu du conjoint ou en combinant les allocations des femmes handicapées mariées avec celles de leur conjoint, partenaire, et l'impact de la réduction du soutien du revenu. Attends, ça j'ai pas compris. L'impact de la réduction du soutien du revenu pour les couples de personnes handicapées vivant ensemble et les parents d'enfants handicapés. L'impact de la ça c'est un peu plus obscur. La phrase est un peu plus obscur. Bon, en tout cas, le début, il parle justement de ce pourquoi vous vous êtes battus ces derniers mois. C'est-à-dire que oui, même c'est pas la première fois. Tu vois, même le rapport du Sénat là, que je citais sur les violences faites aux filles et aux femmes handicapées, qui date de 2019, demandait la déconjugalisation de l'AH.
la sanctuarisation de l'indépendance financière des femmes handicapées est demandée dans plusieurs rapports ONU Femmes, dont un qui a un titre qui est éloquent, qui s'appelle Forgotten Sisters, donc les sœurs oubliées. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que les chiffres qui concernent les violences faites aux femmes sont affligeants. Et les politiques préventives, ça pourrait être une mesure préventive. Et en fait, on s'en dégage avec un mépris éloquent. Donc, c'est une lutte pour l'émancipation qui concerne chaque personne handicapée. C'est encore plus important concernant les femmes handicapées. Parce que là, donc je replace un peu le contexte. Donc, aujourd'hui, quand une personne touche l'allocation adulte handicapé, on parle quand même d'un revenu d'une allocation qui touche à 900 €, donc sous le seuil de pauvreté. Donc, quand on a un conjoint qui touche 1200 €, bah, on commence à avoir son allocation qui est amputée progressivement jusqu'à être réduite à néant. Donc, on devient tout simplement un poids financier pour la personne qui nous accompagne dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'être pacsé, quoi que ce soit. Il suffit juste de vivre ensemble pour que ça s'applique. Et donc, ça en dit long sur le traitement réservé aux personnes handicapées, sur ce qui relève du droit à l'autonomie et du droit à l'autodétermination. Donc, on nous place, encore une fois, dans un rapport de domination, mais là au sein de notre propre couple, ce qui est insupportable. Et donc, ça ne peut que favoriser des violences, vu qu'on déstabilise un rapport qui pourrait être sain à la base en y intégrant une forme d'emprise, en tout cas financière, insupportable et qui touche à la dignité, en fait. Je ne comprends pas, enfin si, je comprends que les résistances qui nous sont opposées sont des résistances idéologiques, tout simplement. On a déjà appuyé sur un libéralisme qui ne se cache plus, hein. Pas se mentir. Ouais. Mais voilà, tout le monde, tous les rapports appellent à la sanctuarisation de l'indépendance financière des personnes handicapées et qui plus est des femmes handicapées. Et cette majorité s'y oppose contre toute l'opposition qui est réunie pour défendre cette mesure. Parce qu'il y avait eu la pétition au départ, qui avait récolté quand même énormément de signatures, et la pétition a été un peu balayée. Ouais, a été balayée du revers de la main par le gouvernement. Alors en fait, au-delà du fait qu'on a eu droit à tout un cortège, on va pas se mentir, de raisons allant jusqu'au plus pitoyable. Le 17 juin, quand c'est passé à l'Assemblée nationale, où ça aurait pu être adopté, on a eu le droit, on ne peut pas mettre ça en place parce que les logiciels ne sont pas prêts. Donc, quand on en est là, on se rend bien compte que... c'est pas drôle. C'est pas drôle. Que voilà, c'est pas très frais, ce qu'on nous oppose. Ah oui, je me souviens qu'elle avait dit ça, oui, que ça pourrait pas rentrer. Oui, non. Je me souviens, ça y est, ouais. Je me rappelle. Mais ce qu'on nous oppose, sinon, la plupart du temps, c'est « Oh mon Dieu, si on faisait ça, on remettrait en question toute la logique, toute l'organisation sociale de la solidarité française telle qu'elle est organisée en solidarité nationale et solidarité familiale, et on mettra à plat tout ce système-là. » Donc, voilà, les personnes handicapées menacent la République française, sachez-le. Ouais. Voilà. Donc, on en est là et c'est répété. On peut opposer tout, que ce soit... il ne s'agit pas de finance. La mesure a été quantifiée. Je crois que c'est de l'ordre de 500 millions. C'est tout à fait soutenable. C'est le Sénat, qui n'est pas l'organe le plus gauchiste qui soit, qui le dit. Donc, c'est soutenable. Financièrement. Donc là, on est plus... voilà, pour moi, on est vraiment dans de l'idéologie, et parce qu'on a pu l'entendre au cours des débats et des échanges qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ou dans les commissions des affaires sociales,
Le but ultime de Sophie Cluzel, c'est de mettre les personnes handicapées au travail, hein, bien sûr. Dans les ESAT, ça serait parfait. Alors que l'allocation adulte handicapé, elle est octroyée à des personnes dont on reconnaît un taux d'invalidité qui ne permet pas de travailler. Ouais. Voilà, je voulais juger de l'absurdité du propos. Alors, il y a Maya Lahan qui dit oui, LR est plus pour cette mesure que LREM, c'est dire. Et plus pour cette mesure. Mais oui. Quelle mesure? Mais après, il faut entendre les députés LR. Voilà. Alors, donc, il y a cette proposition de loi qui a été déposée par la gauche, qui a été relancée par la pétition. Oui, en fait, sur l'aller-retour, les lois, etc., qui étaient en train de. Ce qui s'était passé sur la proposition de loi pour diverses mesures de justice sociale qui intègrent la déconjugalisation de la hache. Et on était en train de parler de comment elle avait été poussée par une pétition pour revenir au Sénat, comment elle était arrivée à nouveau en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, donc passée en commission des affaires sociales, où ce que j'expliquais, en fait, les députés LREM et MoDem, qu'il faut jamais oublier de mettre dans le sac, en fait, ont adjoint des amendements pour vider en fait la proposition de loi de tout son contenu. Qui fait que la proposition de loi pour la déconjugalisation de la hache n'était plus, ne revenait plus qu'à un vulgaire abattement, un espèce de bidouillage financier un peu vulgaire, sans envergure, bien sûr, mais parce qu'ils ne pouvaient pas juste dire non. Ça aurait été un peu trop violent, bien sûr. Donc, ils ont adjoint des amendements complètement iniques. C'est passé en plénière le 17 juin. Et en plénière, là, on a eu droit à du Racine. Sophie Cluzel était tellement isolée, je pense, parce qu'on a fait un gros travail quand même auprès même des députés LREM pour essayer d'aller convaincre chacun d'entre eux. Et c'est dire à quel point elle était sûre de ses arguments et de ses collègues, puisqu'elle n'a même pas laissé le vote se produire. L'opposition avait prévu de faire des propositions pour enlever les amendements qui avaient été apposés en commission des affaires sociales, donc pour revenir à la proposition de loi telle qu'elle était sortie du Sénat. C'est un peu compliqué, ça fait un petit peu amour, gloire et beauté, tout ça, mais du coup, elle savait que l'opposition allait faire ça et elle a empêché les députés d'amender le texte. Elle a d'abord mis le vote en réserve et enfin, elle s'est décidée pour faire un vote bloqué. Si bien que là, la loi ne pouvait plus être votée qu'en l'état, c'est-à-dire avec les amendements du gouvernement. Elle ne pouvait plus être modifiée par les députés. Donc, elle a obligé le vote sur la loi telle qu'elle. Donc, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'appelle ça une contrainte. Et donc, le texte a été voté comme ça. Voilà. Donc, là aussi, on a fait preuve d'une brutalité. Hein. Là, c'est du ressort du validisme d'État, de la brutalité, où on peut se permettre d'agir comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a eu un tollé dans l'hémicycle, il y a eu quelques relents dans la presse, mais ça s'est vite tassé. Ouais. Est-ce que tu penses, là, c'est toujours difficile à dire, mais que ça va être un sujet lors des présidentielles qui approchent, puisque c'est très bientôt, il va falloir que ça les soit prénoms un des sujet. Gens. Ouais. Il va faire. Malheureusement, voilà, tu te dis, on est complètement étouffé par, l'air est saturé par des idées nauséabondes, donc c'est assez compliqué de faire émerger de vrais problèmes de fond en dessous. Et là, on a une actualité qui est toujours un peu vive sur le sujet, parce que du coup, fin août, il y a un député LR, donc Aurélien Pradier, qui a déposé une nouvelle proposition de loi pour la déconjugalisation de l'âge. Donc il faut savoir que après le passage à l'Assemblée nationale, il y a une deuxième lecture qui est prévue au Sénat. Donc le 6 et le 12 octobre, normalement, si je ne me trompe pas. Donc ça va repasser au Sénat. Il est fort probable que ça repasse donc au Sénat. Les sénateurs vont enlever les amendements, vont rétablir la déconjugalisation de la hache dans la proposition de loi telle qu'elle était écrite au départ, en tout cas en sortant du Sénat en mars. Et donc là,
la seule perspective qui restera, c'est la commission mixte paritaire. Donc, il y a ça qui était en cours. Après, de l'autre côté, il y a un député LR, donc Aurélien Pradier, qui a déposé une nouvelle proposition de loi, donc là, à l'Assemblée nationale. Et ça a été examiné hier matin. Donc, alors que ça aurait dû être examiné plus tard. Et donc, ça s'est rejoué une énième fois, nanana, on dit non, vraiment répétitif, répétitas. Et là, il faut quand même pas se tromper, parce que malheureusement, ce sont des sujets qui sont accaparés par la droite aussi, hein. Même si la proposition de loi qui là est en cours à l'Assemblée, au Sénat, qui va repasser au Sénat, c'est à la base le Parti communiste qui l'a déposée, si je ne me trompe pas. Et, mais quand il défendait Aurélien Pradier la mesure, sa nouvelle proposition de loi, il se vantait aussi d'avoir créé les classes ségrégées en milieu ordinaire pour les enfants handicapés. Donc il ne faut pas non plus se tromper des ambivalences. En tout cas, pour ce qui est de la droite, comme je disais, voilà, on est dans la ligne très droitière de principes, voilà, pitié, charité, etc. Et en fait, ils remettent OK, la déconjugalisation de la hache, c'est entendable. Pour la désinstitutionnalisation, pour revenir sur la ségrégation des adultes et des enfants handicapés, on repassera, quoi. Donc, les propos qui sont tenus sont souvent validistes. Et puis, souvent, ils invoquent aussi le fait que cette mesure est soutenue par des associations gestionnaires. Et c'est pour ça que nous, on a fait le fameux communiqué de presse, APF hors de nos luttes. Oui, le hashtag. Pour dire, voilà, c'est ça qu'il y a un hashtag. Et j'invite tout le monde à aller voir ce qu'il y a sur le hashtag parce qu'on est trop badass. Il faut aller voir. et du coup, c'était l'APF, c'est pas l'agence de presse, c'est le... Non, l'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Et parce que l'Association des paralysés de France, qui est une association gestionnaire donc, et qui tient pour majorité les ESAT en France, donc il y a des institutions spécialisées, s'est lancée dans la bataille pour la déconjugalisation de la hache en organisant le 16 septembre une manifestation à laquelle, bien sûr, nous ne nous sommes pas joints parce qu'il n'était pas admissible que cette lutte qui a été portée par les militants antivalidistes et les personnes concernées soit accaparée avec nos paroles, une fois de plus, par des associations qui ne font que négocier nos droits avec ce gouvernement et qui marchandent notre enfermement. Donc, voilà. Donc, on a ce communiqué de presse que j'invite tout le monde à lire parce qu'il pose les bases de ce qui... de l'état du handicap en France et il faut bien distinguer quels en sont les acteurs. Donc, il a été signé par Act Up Paris. Je vais essayer d'oublier personne. Il a été signé par Act Up Paris, par le Clé Autiste, par l'HA, CHA, par le Clé, le CLHE, par Handi Social, les Dévalideuses et Objectif Autonomie. Voilà. Je pense que tu les Objectif Autonomie, on peut en parler. Ouais, tiens, ils sont bien aussi. Ouais. Enfin, ils sont tous bien. Ce sont que des militants, des collectifs de personnes concernées. Et donc, il faut surtout ne plus confondre ces collectifs avec des associations gestionnaires où, bien sûr, il y a des personnes concernées dedans, mais on est dans un autre registre. Alors, j'essaie de retrouver le compte Twitter. Enfin, ils sont tous bien, je vais pas regarder, mais Objectif Autonomie, ils font des trucs pas mal aussi, des petits résumés, on va dire, des luttes en cours. Voilà. Il y a un gros travail de vulgarisation avec des visuels, etc., par des super militants. Donc, je vous invite à aller regarder tout le travail qui est fait par Objectif Autonomie. Ouais. Et, voilà, c'était important que cette lutte ne soit pas accaparée. Et malheureusement, les échos dans la presse, une fois de plus, ont été ridicules. Même si on peut se réjouir qu'il y en ait eu. Voilà, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que nous, on a fait. Pour nous, ce communiqué de presse, c'est comme un acte fondateur, en tout cas un acte pour nous rassembler et pour dire que voilà, le champ du handicap, ce n'est pas une grande famille. Ce n'est pas du tout ça. Faut arrêter de...
c'est loin d'être ça. Et que cette lutte, elle doit, pour la déconjugalisation de l'AH, elle s'inscrit dans, dans la critique du système validiste qu'on dénonce et dont on parle depuis tout à l'heure, hein, et dont font partie les institutions. Donc on ne peut pas demander la déconjugalisation de l'AH qui remet en question un système d'emprise dans le couple et accepter que de l'autre, voilà, des personnes qui défendent un système d'emprise sur nos vies entières, voilà, puissent se joindre à nous dans ce combat. Alors, les associations gestionnaires, elles ont, alors à ma connaissance, elles n'ont pas vraiment réagi. J'ai pas vu en tout cas voilà, de réaction de leur part. Et juste, je voulais présenter l'article parce que c'est toi qui me l'as présenté et je le trouve, comme tu dis, il était intéressant. C'était la réaction de une des associations gestionnaires qui s'appelle l'UNAPEI au rapport de l'ONU dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas vraiment lié à APF hors de nos luttes, mais c'est la manière dont ils ont réagi à ce rapport. Et c'est ouais, j'allais dire c'est drôle, c'est pas drôle du tout, mais vous voyez comment ils vont réagir de manière très... ils vont nier en fait qu'il y a un problème et ils vont dire que le rapport de l'ONU est trop ferme. Après, je vous passe les passages. Tu avais même dit qu'il retournait un peu la critique. Il retournait un peu la critique du validisme en fait, en disant que c'était vous les validistes. J'essaie de retrouver le passage. Oui, que c'était l'ONU, limite. Oui, c'est En ça. fait, oui, il parlait de, je sais pas, de réflexion valido-centrée, comme quoi, en Ouais, c'est fait, les ça. valides voudraient imposer aux personnes handicapées une vie en milieu ordinaire comme des valides. Voilà, Je trouvais que c'était tellement. Non, mais là, on touche, voilà, le ridicule a pris, voilà, l'épaisseur de la croûte terrestre. Franchement, c'est. Ou même de détourner le concept de voilà de la parole aux concernés, alors que en fait la personne qui s'exprime n'est pas une personne polyhandicapée, donc c'est assez jouissif, hein. Et c'est assez drôle aussi de relever la facilité qu'elle a de balayer. Oh oui, certes, il y a quelques violences dans les institutions, mais pas dans toutes. Voilà. Ou de nous renvoyer un truc dans les années 70. Mais en fait, à partir du moment où ce sont des lieux de privation de liberté, c'est comme ça que sont considérées les institutions et les ESAT par l'ONU, hein. En fait, à partir du moment où tu te prives d'une liberté, c'est une violence. Voilà. Qu'on ait besoin d'expliquer donne une mesure déjà de l'ampleur du problème. Et en plus, bien sûr, taisons-nous sur le fait que nous sommes financés par l'État pour faire tourner nos établissements. Ça serait tellement dommage voilà, de balayer devant sa porte. Et comme je te disais tout à l'heure, conflit d'intérêts, quoi. C'est pas moi qui le dis. Après, vous commencez, enfin, il y a quand même une gêne, je pense que vous avez été en tout cas, enfin, tout le hashtag APF hors de nos luttes a été quand même audible et je pense qu'il y a quand même, enfin, j'en sais rien, mais il y a quand même une gêne qui commence à se faire entendre parce que je sais qu'ils ont fait après un Twitch justement pour récolter de l'argent, toujours sur ce régime de la charité. Et ça a été. Alors après, je suis biaisé parce que évidemment, je suis abonné que à des comptes, voilà. Mais il y avait quand même beaucoup de critiques sur le régime de la charité qui sous-tendait ce Twitch-là. Voilà. Donc après, je sais pas si ça va être audible par les gens, voilà, par les autres espaces, parce que voilà, on est un peu. Enfin, moi personnellement, je suis biaisé dans mes abonnements, mais bon, il y a quand même des critiques qui émergent et enfin qu'avant on entendait peut-être moins. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça va. J'espère qu'ils vont quand même que ça va mettre toutes ces institutions en difficulté. Voilà, je sais pas, on verra. On verra au présidentiel. Pour l'instant, on va dire que les candidats, les programmes des candidats, pour le peu qu'on a pu voir même pour les primaires, le handicap reste un impensé, hein. Donc, on n'est pas. Et puis, on vient nous chercher pour savoir quoi mettre dans un programme, alors qu'en fait, tu vois la CIDPH, voilà, c'est ça ton programme. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Il suffit d'appliquer le droit international, de le couler, hein, comme en signant la CIDPH. En fait, l'État français s'est engagé à ajuster son droit interne aux articles de la CIDPH, ce qui n'a pas été fait.
Donc, voilà, ce serait déjà un bon programme pour le handicap. Mais ça demande de remettre en question tout un pan du milieu associatif, tout un pan aussi de cette tradition de pitié, de charité, de bénévolat, de ce validisme bienveillant, comme je te disais, qui est le plus difficile à combattre parce que, voilà, comme on dit, on en faire le pavé de bonnes intentions et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui pensent qu'à partir du moment où elles viennent donner de leur temps, voilà, c'est forcément bien. Donc, il va falloir qu'on donne un jour le poids à nos voix qu'elles devraient avoir en tant que personnes concernées. Et j'ai pu en juger plusieurs fois. Ces discours sur les rien pour nous sans nous, etc., ou les personnes concernées, d'un seul coup, dès qu'on bascule dans le champ du handicap, non, parce qu'il y a cette infantilisation systématique. Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres luttes. On voit bien que nous, chez les dévalideuses, on est anti-féministe. Le féminisme, le milieu féministe, il est complètement pétri de validisme. Ouais. Donc, il faut, même au sein de nos propres luttes, il y a des invisibilisations qu'il faut combattre aussi. Bah oui, puis aussi après, c'est à nous, les valides, de se remettre en question aussi, puis de réfléchir aux privilèges qu'on tire de tout ça, parce que je pense que aussi, voilà, il y a une réflexion à tenir des positions de pouvoir, du régime de pouvoir différencié qu'il y a entre valides et non valides. Bah, après, tu vois, tout le discours sur les privilèges est toujours un peu, il est problématique dans le sens où on renvoie toujours à une prise de conscience individuelle. Ah oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas. Alors que non, c'est politique, encore une fois. C'est pas. Et du coup, ça, nous, c'est pas notre angle d'attaque. Notre angle d'attaque, il est sur les lois parce qu'on parle de droit. On parle pas de concession. C'est toujours des choses qu'on est obligé de quémander et qu'on va qu'on va considérer, qu'on va résister, on va réfléchir, on va prendre le temps, on va mesurer, on va compter, et puis peut-être qu'un jour, on aura des droits. Voilà. Comme je te le disais, la loi de 1975 prévoyait déjà l'accessibilité universelle. C'était il y a 46 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accessibilité universelle. Il n'y a pas. Il y a de l'inaccessibilité universelle. Et les propositions qu'on nous fait, c'est de dépêcher des ambassadeurs d'accessibilité qui vont aller discuter de façon très diplomatique. Donc, on parle de jeunes qui ont 18-19 ans, qui sont payés en service civique pour aller discuter de l'accessibilité d'un établissement qui devrait l'être, en fait, et qui devrait être sanctionné. Ou de faire des escape games aussi. J'ai vu ça qu'il y avait. Alors ça, allez aussi, lire tous l'article d'Ariette, voilà, qui est génial sur les escape games de l'APF. Oui, je l'ai vu. Attends, c'était sur quoi cet article? Voilà. Rappelle-moi, il est... sur les escape games de l'APF. Donc il y a Ariette qui a fait un chouette article. Donc, voilà, sur les dévalideuses, je vais chercher. Ouais. Et ça, voilà, typiquement. De toute façon, tout ce qui est sensibilisation. Venez vous asseoir dans un fauteuil roulant pendant une après-midi, venez vous bander les yeux. Ça, c'est pas possible en fait. Faut arrêter. Oui, ça y est, j'ai lu cet article qui s'appelle Pour un validisme fun et innovant, entre guillemets. Et je trouve que voilà, le titre est bien choisi. Non, mais Ariette, elle est géniale. Donc, on peut pas faire plus éloquent, mais c'est. Ouais, elle fait référence donc à un jeu qui a été mis par. Alors, je sais plus où c'était, mais c'était en gros, voilà, comme tu dis, mettez-vous dans la place. Pour sensibiliser. Je crois que c'était sur l'université, ouais, l'université, ouais, c'est ça. Un campus, ouais. Et donc elle parle d'inspiration porn, voilà aussi pour ce genre de choses. Non, mais voilà. Alors, je vais terminer juste sur le rapport de l'ONU parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais je voulais juste redire parce que c'est un autre combat aussi qui est mené en ce moment, parce que dans le rapport de l'ONU, ils écrivent noir sur blanc et ça, il faut que nous, les médecins, on le lise aussi. J'essaie de le retrouver. Hop, ici.
Le comité constate avec préoccupation que, donc c'est l'article 17, qu'on continue en France des interventions médicales non consensuelles des personnes intersexes. Ça aussi, c'est une lutte qui remonte à longtemps et qui est menée notamment par le collectif merde, j'ai oublié, collectif Intersexe et Alliés. Et la France a été déjà condamnée plusieurs fois pour ça, et on continue à considérer ça comme étant normal. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec elle et eux une autre fois. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que dans ce rapport, lisez-le, quoi. Voilà, je peux pas. Moi, j'ai trouvé ça. Ça peut être une super soirée. C'est ça. C'est ça. Et puis dernière chose, je rebondis sur. Tu parlais tout à l'heure des violences, des viols, des agressions, des harcèlements sexuels et sexistes faits aux femmes. Et donc il y a ce billet de blog d'une certaine Lilika qui s'appelle Je suis de sel. Et qui a un article. Je vois pas du tout qui c'est. Je vois pas non plus. Je sais pas si tu la connais. Elle a l'air bien. Ça a l'air d'être une meuf bien. Et donc elle parle justement des violences en fait. L'article est très dur, hein, donc bon, je vais pas le lire parce que voilà. Mais tu montres très bien en fait que il y a cette phrase en fait, voilà. Que c'est pas une question d'être vulnérable, c'est une question d'être vulnérabilisé, et c'est vous, donc tu t'adresses au lecteur, vous qui me vulnérabilisez, enfin au système dans son ensemble. Quand vous me refusez impassible de déconjugaliser la hache, c'est vous qui installez un rapport de domination entre mon partenaire et moi. C'est vous qui permettez sur moi l'emprise en organisant ma dépendance. C'est vous qui m'exposez aux violences conjugales. Vous êtes responsable. Mais voilà, donc je trouvais ce texte très beau, enfin très pas beau, ça fait genre, il est très clair en fait, et tu arrives à mettre le point sur quelque chose sur une lutte politique importante, quoi. Bon, voilà, je sais pas si tu avais autre chose à dire sur ton texte. Non, je pense qu'il parle de lui-même. Enfin, Ouais, vous espérez. Non, franchement, il est très bien ce texte, et puis je l'ai revu partager récemment sur Twitter, c'est pour ça. Mais en fait, tu l'as écrit il y a assez longtemps. Voilà, écoute, je sais pas s'il y a des points qu'on aurait oublié d'aborder. Non, je crois, il me semble qu'on a balayé un peu, un peu toute l'actualité en tout cas. Alors je sais que malheureusement on n'a pas trop eu de questions, mais c'est pas que les gens ne sont pas intéressés c'est juste qu'on a eu pas mal de problèmes de connexion, et donc je pense que les gens, voilà, tous les problèmes techniques les ont un peu fait fuir, et donc je m'en excuse. Mais si vous avez des questions, de toute façon on peut s'adresser aux dévalideuses directement. Oui, voilà, il faut suivre l'actualité des valideuses et de tous les collectifs signataires voilà, du communiqué de presse qui sont que tu as cité tout à l'heure. le Cléotiste, etc. Ouais, exactement, il faut suivre ces personnes-là. Comment vous soutenir Je vois qu'on peut adhérer il faut, oui, alors on peut adhérer aux dévalideuses, en tout cas. Vous pouvez faire ça. J'ai mis la page alors pour moi, que les gens adhèrent. Ouais, voilà, je crois qu'il y a même des dons qui sont possibles. Oui. Et puis surtout, pour nous aider, il faut être de bons alliés, donc relayer, donner de l'écho à nos voix, en fait, parce qu'on a beaucoup de mal à ce que ça sorte de nos cercles. Donc, il faut nous aider à porter cette parole beaucoup plus loin et amplifier, voilà, servir d'amplificateur. Super, écoute, merci beaucoup pour ta participation. Encore, je te remercie. Je ne sais pas si je t'ai assez remercié d'avoir accepté, parce que... Non, voilà, pas assez, encore un peu. Ouais, écoute, non, mais c'était vraiment très cool de te parler, et puis voilà, de parler de toutes ces luttes. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer l'émission, puis à discuter avec toi là pendant cette heure. Merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis. Alors, et puis je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si la semaine prochaine on va faire une émission, parce que je vais peut-être essayer de régler tous les problèmes que vous avez vus qui sont difficiles, mais je vous promets que je vais bosser dessus pour qu'on fasse un peu honneur aux gens qu'on reçoit, pour pas qu'on ait des problèmes techniques. Mais en tout cas, merci à vous tous et toutes, et à très bientôt. Au revoir. Merci.